ceux qui sont en train de se connecter. Bien, bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire sur les bonnes pratiques de gestion du patrimoine arboré et arbustif. Donc, l'idée est que on a pu constater l'année dernière avec Florian pendant la première animation, la première année d'animation de la charte engagée pour le végétal, qu'il y avait vraiment des... ah, on ne nous entend pas. Alors, hop, veillez à bien monter le son. On voit qu'il y a peut-être des problèmes de connexion. OK. Donc on a pu constater, comme je disais l'année dernière avec Florian, que la question de la taille des arbres et de la taille des arbustes est quelque chose qui revient vraiment fréquemment. On a pu voir des arbres, très sévèrement, très fortement, rabattus, ou des espaces aussi qui ont été hérités à la gestion et avec des végétaux, soit en souffrance, soit qui sont pas forcément bien adaptés au milieu et qui exigent des pratiques de taille plus ou moins sévères pour des contraintes d'espace ou de sécurité. On a vu aussi qu'il y a des pratiques aussi qu'on répète parce qu'on a toujours fait comme ça, ou parce que on a un plan de gestion où tailler fait du bien aux arbres, ou les arbres ont besoin de les tailler, ont besoin d'être taillés. Du coup, on s'est interrogé pas mal sur ces pratiques-là, et on s'est dit qu'il était vraiment important de soulever la question et de demander un peu des éclaircissements et de faire appel à des experts pour aborder ces thèmes-là. Donc c'est pour ça qu'on a réalisé ce webinaire. Hop. Alors, qui sommes-nous? Donc Fredon Occitanie, on va faire une petite présentation rapide de notre structure. Nous, on a un organisme à vocation sanitaire qui a une mission de surveillance de l'état de santé des végétaux sur l'ensemble du territoire, donc métropole et outre-mer, et on est présent dans chaque région. En Occitanie, on est présent du côté de Vaillocès pour la partie est de la région, donc nord de Montpellier, et à côté de Toulouse, donc c'est là où on est, à côté de Toulouse, à Montrabé, donc pour la partie ouest de la région Occitanie. 3 missions principales, 2 missions principales: la surveillance donc de la santé des végétaux, donc maladies et ravageurs, mais aussi santé de l'environnement, santé des hommes, donc accompagnement à la réduction des pollutions diffuses sur les aires d'alimentation en eau potable, et aussi accompagnement des gestionnaires d'espaces végétalisés sur des bonnes pratiques de gestion du végétal et la réduction d'utilisation de produits phytosanitaires. Donc dans le cadre de cette mission, donc Florian et moi, qui est ici présent, Florian Martel et moi-même, nous animons le réseau GEVI, donc Jardin Espace Végétalisé Infrastructure, où on va accompagner justement à la réduction de l'utilisation de produits chimiques, mais aussi aux bonnes pratiques de gestion du patrimoine végétal en soi. Donc, on anime dans ce cadre-là une charte engagée pour le végétal, euh, que vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre site internet, et puis les candidatures pour 2024 sont actuellement ouvertes. On en reparle un petit peu à la fin. Et l'idée aussi, donc, c'est de mettre en contact des acteurs du terrain avec des professionnels qui sont sur l'ensemble de la région, de trouver des solutions techniques, et de pouvoir faire évoluer toutes ces pratiques-là. Et donc, on met à disposition des outils techniques et des supports de communication à destination des gestionnaires. Là, pour la petite présentation. Aujourd'hui, on est venu parler de la taille des arbres et des arbustes. Donc, pourquoi les tailler? Faut-il les tailler? Quand les tailler? À quel moment? Heu, on s'est dit que pour cela, il fallait donc faire appel à des experts que nous avons ici présents. Donc Alexandre Martin, responsable du pôle études et expert conseil, et expert arbre conseil chez ONF Végétis, et Pascal Prieur, formateur, conférencier, auteur, qui fait partie des arbusticulteurs. Ils se présenteront eux-mêmes également avant chaque présentation. Et voilà, je vous invite à poser vos questions dans le chat. On aura un temps de questions de 10 minutes environ après chaque présentateur, après chaque présentation. Et voilà, n'hésitez pas, c'est le moment. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole, Alexandre.
Alors, du coup, bonjour à tous. Du coup, je suis Alexandre Martin. Je travaille à l'Office national des forêts, la filiale Végétis, qui, du coup, est centrée sur le diagnostic des arbres d'ornement. Donc, la vision individualisée des arbres. Je ne suis pas du tout forestier de formation, je suis paysagiste de formation. Je vais essayer de prendre la main quand même. Alors, je vais revenir sur certaines bases, hein, forcément, en parlant de la taille. Tout simplement parce qu'il est important de faire certains rappels pour bien comprendre pourquoi aujourd'hui on a mis on va dire, on est revenu sur certaines bonnes pratiques qui étaient identifiées auparavant et qui, au final, ne sont pas identifiées comme telles aujourd'hui. Tout d'abord, qu'est-ce que l'arbre? L'arbre, c'est un organisme vivant. Pourquoi? Parce qu'il se nourrit, il respire, il grandit, il se reproduit, puis il meurt. C'est aussi un organisme qui est autotrophe. Il a une capacité à générer sa propre matière organique à partir d'éléments minéraux en utilisant l'énergie lumineuse qu'il va capter grâce à ses feuilles. Vous voyez tous les mécanismes qui peuvent survenir au niveau de l'arbre sur le schéma que j'ai mis sur cette diapositive. L'arbre, il est aussi fidèle à son emplacement, il n'est pas immobile dans l'espace, il est mobile, mais il ne peut pas bouger d'un emplacement à un autre, à part s'il est transplanté. Il est aussi autoportant. Aujourd'hui, avant que l'arbre ne puisse s'écraser sur lui-même, il faudrait une infime partie de bois sain, ce qui correspond à vraiment quelques centimètres carrés sur un arbre qui en fait plusieurs dizaines en termes de diamètre. L'arbre, c'est aussi une structure végétale ligneuse dont la hauteur est supérieure à 5-7 mètres à l'âge adulte, ou susceptible en tout cas d'atteindre cette dimension. On ne recoupe pas forcément tout le temps la même hauteur minimum selon les définitions des uns et des autres. C'est pourquoi je me permets cette fourchette qui permet à chacun d'apprécier. Un mûrier ne fera pas la même taille qu'un platane à l'âge adulte. Si on en vient à l'anatomie de l'arbre, un arbre est un être fortement hiérarchisé. Ça, c'est possible en présence à l'extrémité des tiges et des racines de cellules qui vont se multiplier, se différencier, et aussi grâce aux phytohormones. Les différentes parties qui composent l'arbre, pour rappel, hein, c'est le système racinaire, la partie souterraine cachée de l'arbre, qui revêt plein d'organisations différentes, le collet, cette interface entre la partie aérienne et souterraine, une zone très importante pour les échanges gazeux et le passage des sèves, le tronc, la partie qui s'élève du sol et qui va porter le houppier, et qui va s'épaissir chaque année par la production d'une nouvelle couche de bois sous l'écorce. Et enfin, le houppier, c'est la partie qui se déploie dans l'espace aérien et qui regroupe l'ensemble de la ramure, et donc de la masse foliaire. Si on en vient à parler de l'anatomie du bois, c'est que, en fait, le bois d'un axe, il est composé de deux zones concentriques. Le duramen, au cœur, qui ne comporte que des cellules mortes, et l'aubier. L'aubier en périphérie comporte encore des cellules vivantes qui sont protégées à l'extérieur par cette couche continue de tissu de protection qui est composée de cellules qui sont subérifiées, ce qu'on appelle l'écorce ou l'épiderme. Ce bois vivant, il va constituer un manchon continu périphérique du tronc jusqu'aux branches. Par analogie avec le monde animal, on peut considérer comme un organe qui va concourir à la réalisation de plusieurs fonctions indispensables, c'est-à-dire construire l'arbre, assurer sa tenue mécanique, permettre la circulation de la sève et des informations depuis le chevelu racinaire jusqu'aux feuilles, afin de gérer les réserves d'eau et de nutriments. On en vient à parler d'architecture de l'arbre, ce qui est un passage indispensable quand on parle de taille. Cette architecture, elle va se définir par la structure spatio-temporelle prise au cours de son développement. Et l'arbre, en fait, il va mettre en place une architecture naturelle qui sera définie par son patrimoine génétique. Déjà, d'une part, ça va définir l'ordre de ramification. On ne va pas avoir du tout le même ordre de ramification d'une essence à une autre. Le platane va être sur un ordre de 5, quand d'autres essences vont être sur des ordres qui peuvent aller de 3, même parfois 6 pour certains résineux. Ce patrimoine génétique, il va aussi définir la stratégie de développement via deux grands modèles architecturaux chez les arbres. On parle de réitération spontanée et de gigantisme. La réitération spontanée, qu'on appelle également réitération séquentielle, c'est que l'arbre, en fait, il va empiler des structures répétitives composées d'une feuille, d'un bourgeon, d'un entrenœud et d'un nœud pour former une unité de croissance, puis par ramification des unités architecturales. Et il va dupliquer cette unité architecturale, ce qui va permettre de voir, en fait, en fin de compte, une colonie d'arbres. Le gigantisme, c'est que tous les arbres ne vont pas construire leur houppier par réitération totale.
c'est la structure de base qui va devenir géante sans être forcément plus complexe, qu'on retrouve principalement chez les résineux, et notamment les conifères. On parle aussi de production accidentelle de réitéra, souvent en réponse à des traumatismes. Et là, on va parler du coup de réitération retardée ou différée. Et généralement, on appelle ces suppléants, les suppléments qui vont apparaître dans ce contexte, des réitéras traumatiques. Ce qui va vraiment différencier l'architecture, mais également la tenue mécanique, dans un premier temps en tout cas, de ces nouveaux axes qui vont apparaître. J'en viens du coup forcément à parler de pilotage de l'énergie dans la plante. On a un développement de l'architecture qui va être régulé par la production d'hormones. Certaines vont être tantôt inhibitrices, tantôt stimulantes. Elles vont finir par s'équilibrer, ou en tout cas, elles cherchent l'équilibre, afin de garantir l'utilisation intelligente des ressources énergétiques. On le voit bien sur les schémas que vous voyez à l'écran. En noir, vous voyez les zones d'accumulation de réserves. On se rend bien compte que sur des arbres qui sont en tête de chat, au fur et à mesure, on va avoir tendance à voir l'énergie et les réserves s'accumuler à l'intérieur des têtes de chat. Et qu'on voyait sur la partie droite du coup du schéma de gauche, si jamais on laisse ces réitéras pousser trop longtemps, les réserves qui étaient situées dans les têtes vont finir par migrer à l'intérieur de ces réitéras. Et si jamais on fait une intervention derrière de taille tardive, on n'est pas à l'abri que du coup trop de réserves aient migré, qu'on n'ait plus assez de réserves à l'intérieur des têtes de chat. Et au final, ça risque juste à générer une mortalité des têtes que d'intervenir après coup. Il faut toujours une forme de cohérence à l'intérieur de la taille. Les ligneux, ils sont caractérisés par cette capacité à mettre en réserve. Ça permet déjà d'une part de passer l'hiver, de développer les bourgeons au printemps suivant. Le stockage, il nécessite forcément un équilibre entre l'énergie qui est produite par les feuilles et l'énergie qui est consommée par le reste de la plante. Un arbre, c'est un être qui est plein d'équilibre, qui se satisfait à lui-même, déjà d'une part au niveau de l'eau, parce que c'est comme une colonne d'eau, il va aspirer par les racines ce qui va être en capacité de transpirer, mais également l'énergie qui va accumuler grâce à ces feuilles et par la photosynthèse, il n'y aura pas plus d'énergie qui pourra être dépensée derrière pour développer aussi bien la partie souterraine que la partie aérienne. On en revient à la taille raisonnée. Donc, je vous laisse relire ces idées reçues. On pourra en reparler par la suite. Je vais vraiment me concentrer plutôt sur la présentation. Qu'est-ce que la taille raisonnée? La taille raisonnée, c'est une taille qui est respectueuse du fonctionnement physiologique de l'arbre. Elle doit être objectivée par la présence de contraintes extérieures et permettre d'y répondre tout en préservant la santé et l'espérance de maintien de l'arbre. En anticipant, elle doit également permettre de préserver la forme naturelle de l'arbre. Il y a certains prérequis pour tailler qui sont indispensables. D'une part, connaître le patrimoine, c'est-à-dire connaître son passé, avoir évalué son état présent et pouvoir anticiper son potentiel de réaction. Identifier les contraintes extérieures, c'est-à-dire ce qui génère un besoin incontournable de taille. Et enfin, établir un cahier des charges qui soit respectueux de l'arbre via des critères de sélection des offres qui sont clairement explicités dans le sens de la préservation de l'arbre. Alors, quelles sont ces bonnes raisons de la taille objectivée, ce qu'on appelle la taille raisonnée du coup? Il y en a 4 principales qui sont la sécurité, c'est-à-dire les parties mortes ou endommagées qui peuvent représenter un risque réel pour les personnes et les biens. Donc, toute intervention elle devra être dimensionnée finement pour traiter un risque qui sera caractérisé. Il n'en est pas question de développer davantage cette thématique ici, mais un risque, c'est bien le croisement d'un danger et d'une exposition à ce danger. La santé de l'arbre, c'est-à-dire supprimer ou réduire des branches malades qui peuvent parfois permettre de limiter la progression, voire la propagation d'agents colonisateurs de manière plus élargie à l'intérieur de l'arbre et réduire son espérance de maintien. Toutes les réglementations et les contraintes urbaines, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, les conflits de voisinage, le fait d'anticiper et d'accompagner les arbres dans leur développement, ça permettra bien souvent d'éviter les constats tardifs qui sont principalement à l'origine des interventions radicales associées. Et enfin, l'esthétisme et l'historique. Les arbres ils sont caractérisés par un mode de gestion particulière sur leur forme et forcément un abandon de taille
perturbera le fonctionnement de l'arbre qu'il a mis en place par rapport à ce qu'il était amené à subir par le passé. On en vient à parler du coup des différents types de tailles. Alors, il peut y avoir des tailles sur bois mort et des tailles sur bois vivant. Qu'est-ce qu'on appelle bois mort? Ce bois mort, souvent évoqué en diagnostic, il va caractériser du coup les arbres, les axes, pardon, qui ne sont plus caractérisés par la présence de cette zone périphérique, ce manchon périphérique vivant dont je parlais auparavant, et qui assure cette flexibilité et donc une tenue mécanique importante. Au-delà du caractère mort, ce bois mort, il est utile à bien des égards, ce qui peut permettre de le rendre presque appréciable dans un objectif de préservation des arbres. D'une part, un rôle de protection, un rôle d'hôte et nourricier pour de nombreux micro-organismes. Et je précise dans le rôle de protection, c'est-à-dire que le bois mort aujourd'hui, quand vous voyez plein de bois mort à l'intérieur d'un arbre, on part du principe, d'après différentes études, que ce bois mort permet de réduire des contraintes de vent qui vont s'appliquer sur les parties vivantes de 15 à parfois 20-25%. Un rôle également de réservoir d'eau, parce que le bois en décomposition emmagasine une grande quantité d'eau. Et enfin, un rôle dépolluant, parce que ce bois mort, il va stocker le carbone en grande quantité jusqu'à sa décomposition totale, où une partie va migrer dans l'humus et l'autre sera minéralisée. Quelle réaction de l'arbre à la taille sur le bois vivant? Alors, ce bois vivant, comme vu précédemment, il assure des fonctions indispensables à la vie de l'arbre. Il va jouer un rôle majeur dans la répartition des contraintes éoliennes entre les axes constituant la couronne. Et toute intervention, elle a forcément, selon sa dimension, un impact qui peut aller de mineur à mortel. En réponse à une action de taille sur le bois vivant, l'arbre va naturellement tenter de réagir avec deux grands principes qui sont à retenir. Plus la plaie sera importante et forcément le temps nécessaire pour la recouvrir sera long. Et du coup, il y aura un risque d'intrusion de pathogènes important parce que le bois vivant et les tissus internes seront à nu. Et enfin, plus la masse foliaire perdue sera importante et plus la production de rejets traumatiques, de suppléants, dans le but de remplacer cette masse foliaire, sera importante et consommatrice de réserve. Comme je l'ai répété auparavant, l'arbre, c'est un grand feignant. Il va fabriquer ce dont il a besoin pour vivre dans un contexte et dans un espace donné, avec les ressources dont il pouvait disposer. À partir du moment où on lui supprime ce qui lui permet d'accumuler des réserves, il va rentrer dans un mode de survie et le plus rapidement possible, il va se dire « j'ai perdu tant de masse foliaire, bah, si en un an, je peux récupérer cette masse foliaire en produisant 1000 rameaux de 1 mètre de long qui peuvent me permettre d'avoir autant de feuillage que les centaines de rameaux que j'avais sur une grosse charpentière, moi, je m'y retrouve. » C'est ce principe-là qu'il faut avoir en tête. On en vient aux différents types de tailles. Donc, il y a une terminologie qui est très diverse, très variée au sein de la profession, que ce soit dans la profession du diagnostic, mais également dans la profession des grimpeurs arboristes. Donc là, je vous expose ce qui est utilisé actuellement à l'ONF, c'est qu'on s'est basé sur les travaux de l'UNEP, et notamment les règles professionnelles des travaux d'entretien des arbres, pour pouvoir communiquer des préconisations quand on effectue du diagnostic, à savoir les tailles de formation, d'adaptation, d'entretien, de conversion, de restructuration, de prévention des risques, et enfin, la taille sanitaire, puis en dernier lieu, l'abattage. Pour resituer, formation, je pense que tout le monde a en tête, ça concerne les jeunes sujets. On ne taille pas un jeune sujet tant qu'on n'est pas certain qu'il est repris. Donc après, il en convient de passer par un diagnostic de reprise à la plantation. La taille d'adaptation, c'est pour dégager des contraintes aériennes, augmenter la luminosité d'un candélabre ou respecter un gabarit routier pour éviter qu'il y ait des chocs derrière qui soient encore davantage préjudiciables pour l'arbre. Taille d'entretien, je ne reviendrai pas dessus. Conversion, c'est pour modifier une forme par rapport à des contraintes particulières. Restructuration, c'est souvent des arbres qui sont délaissés ou qui ont subi des forts affaiblissements physiologiques sur lesquels on va venir chercher de reformer un houppier en mettant en sécurité. La taille de prévention des risques,
ça parle d'elle-même, elle parle d'elle-même. Et enfin, la taille sanitaire, ce qui était évoqué auparavant, dans l'objectif de limiter la propagation des pathogènes. Alors, à quelle période il faut tailler? Il me reste 2 diapos, hein, je précise. Les interventions en période de montée de sève et en descente de sève sont clairement à proscrire, c'est-à-dire du 15 mars au 30 avril et du 1er octobre au 15 novembre. Pardon. Les grosses chaleurs sont aussi à éviter, c'est un moment de stress pour l'arbre, et puis la formation de plaies exposerait encore davantage l'arbre à la déshydratation. Donc il y a des intérêts à chaque type de taille. Hein. Il y a 2 périodes de taille sur bois vivant qui sont à préconiser. La taille en vert, c'est-à-dire généralement au printemps après la montée de sève, et la taille en sec, c'est-à-dire réalisée en fin d'automne. Vous voyez sur l'écran un bref récapitulatif des différentes périodes de taille selon les interventions qui sont à réaliser, que vous aurez à votre disposition. Hein. J'aurai un support à vous communiquer et qui pourra être déployé, si vous le souhaitez, avec plus d'informations, en tout cas les informations dont je vous aurai fait part de manière plus exhaustive à l'oral. Et je finirai, du coup, en conclusion, par cette répartition des rôles dans un objectif commun de préservation et de taille raisonnée. Aujourd'hui, on a un enjeu de responsabilité commune pour préserver nos patrimoines arborés et effectuer une taille de la manière la plus raisonnée possible. À savoir, cette répartition, elle doit s'opérer entre 3 rôles qui ont les évaluateurs, c'est-à-dire les diagnosticiens, les valideurs-décideurs, que sont les gestionnaires des arbres, et qui jouent cette interface pluridisciplinaire, et les opérateurs, que sont les grimpeurs arboristes. Il y a de la connaissance partout, c'est sûr. Il y a certaines compétences qui doivent être recherchées pour être sûr de travailler dans le bon sens, de la connaissance, de l'écoute, de la communication, de l'humilité, ce qui est très important. Connaître ses limites, éviter les biais de diagnostic. C'est très important d'avoir cela en tête parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que parfois le valideur-décideur, soit il est mal orienté, soit il manque de concertation parce qu'il n'a pas forcément fait appel à un évaluateur, soit l'évaluateur n'a pas été assez précis dans ses préconisations, ce qui laisse l'opérateur dans une position presque de décideur face à l'arbre. C'est un jeu de rôle, c'est un jeu d'échange, et c'est toujours très important de pouvoir échanger librement, directement les uns avec les autres. Moi, je vous invite vraiment à mettre ça en place au sein de vos communes, parce que c'est ça qui ferait évoluer la profession d'une part, mais aussi à améliorer la gestion des patrimoines arborés et leur préservation. Voilà. Je vous remercie et je suis à l'écoute de vos questions. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, pour l'instant, j'ai pas de questions dans le chat. On n'a pas de questions pour l'instant. C'était très... J'ai essayé de faire assez bref. Il y a des sujets sur lesquels on pourrait passer des heures, hein, c'est sûr. Après, il ne faut pas hésiter, en tout cas, s'il y a des questions. Alors là, en effet, il y a une question de la part de Guillaume Lafitte qui demande quelle part a l'esthétique dans la taille des arbres? Alors, la part à l'esthétique, c'est quelque chose de très subjectif. Après ça, je vais vous donner clairement la réponse qui m'engage et qui engage l'objectif des préconisations qu'on essaie de communiquer à l'ensemble de nos experts, en tout cas au sein d'ONF Végétis. On n'est pas dans un objectif d'esthétisme quand on fait du diagnostic. Quand on fait un diagnostic, on est dans un objectif de préservation des arbres et d'identification des risques pour intervenir vraiment sur le nécessaire. Parfois, l'esthétisme, c'est juste entretenir une forme qui a été établie depuis des années, qui est historique sur un endroit, avec des tilleuls qui sont entretenus depuis des dizaines, des centaines d'années en tête de chat ou de manière architecturée. Et en fait, ce serait
préjudiciable pour l'arbre de les laisser repartir sans avoir un accompagnement qui soit très fin. Donc là, on peut parler d'esthétisme parce que forcément, il y a une perspective à respecter par rapport aux photos historiques du château qui sont derrière. C'est plutôt dans ce sens-là, l'esthétisme. Aujourd'hui, on entend parler d'esthétisme avec ces alignements de bord de route sur lesquels on veut systématiquement retirer ces suppléants traumatiques qui apparaissent sur le tronc parce qu'on intervient sur ces arbres tous les 5 ans. La réalité, c'est si on intervient sur ces arbres tous les 5 ans, forcément, ça génère un traumatisme chez eux, une mise en lumière et des bourgeons latents qui vont exploser et qui vont voir apparaître ces réitéras sur les troncs. Si l'arbre y met en place des structures, c'est qu'il en a besoin. Donc, dans ce sens, nous, par exemple, à l'ONF, quand on fait un diagnostic et qu'on voit des suppléants sur le tronc, on entend bien que l'objectif, c'est d'avoir quelque chose de très rectiligne, avec une perspective. Mais on sait que l'arbre aussi a mis ça en place parce qu'il en avait besoin. Donc, la part de l'esthétisme, pour moi, c'est la plus faible part parmi les autres. On le fait dans un objectif de conservation, de conservatisme, mais bien souvent, le conservatisme est un peu l'ennemi de l'évolution. Merci Alexandre. Alors, il y a les questions qui affluent, donc on va essayer de les traiter au mieux. On a une question de Lydie qui concerne le risque et la sécurité. Donc, bonjour, vous parlez de risque et de sécurité. Quelles sont les méthodes que vous utilisez? Alors, les méthodes qu'on utilise en termes de diagnostic, il y a plusieurs méthodes différentes. On parle de diagnostics initiaux, on va dire des diagnostics simples, jusqu'au diagnostic approfondi. Donc, quand on fait du diagnostic, forcément, on va identifier différentes singularités sur l'arbre. Il y a certaines qui vont être assimilées à des dangers. On va avoir une matrice de criticité qui va nous permettre de catégoriser l'arbre à l'intérieur d'un indice de danger par rapport à chaque défaut qui ont été identifiés et aussi placés dans une catégorie de danger. Et face à chaque danger, on va analyser quel est l'indice d'exposition à ce danger. On a fait ce choix, en tout cas à l'ONF. Il y a plusieurs méthodes d'analyse des risques. Il y a des méthodes qui sont qualitatives, des méthodes qui sont quantitatives. On a fait ce choix de rester sur une méthode qualitative parce que la méthode quantitative, en tout cas, on pourra parler de QTRA, n'est pas une méthode aujourd'hui qu'on considère juste et bien, comment dire, bien utilisée. Déjà parce que ça utilise des statistiques et que on est très loin d'avoir des statistiques de fréquentation précises quand on intervient sur un site et qu'on ne veut pas, se projeter sur des indices de probabilité de rupture. Soit il y a des risques présents, soit il n'y a pas de risque présent. Après, c'est clair que de toute façon, par rapport à un danger qui est identifié, aujourd'hui, et j'en parlais tout à l'heure, quand on parle de réduction, aujourd'hui, il n'y a pas une réduction qui doit s'opérer sans qu'il y ait un calcul de charge qui justifie une réduction à telle hauteur. Auparavant, on disait beaucoup, alors je vois tel défaut, réduction de 4 mètres, au doigt mouillé. Enfin, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on vraiment veut sortir de ce mode de gestion pour pouvoir expliquer pourquoi, mécaniquement, on demande une réduction. Je ne sais pas si j'ai répondu. Après, c'est un sujet qui est vraiment... on pourrait parler des heures. C'est un sujet qui fait beaucoup débat au sein de la profession. Il y a des choix qui sont faits, qui sont forts de la part de notre structure. Il y a d'autres structures qui font d'autres choix. On n'y est pas forcément fermé. On aime bien s'y intéresser, notamment, mais QTRA est reconnu par des institutions, oui, et il y en a d'autres qui ne le reconnaissent pas. C'est un choix. L'Institut ISA n'utilise pas QTRA, utilise une méthode qualitative. Enfin, je veux dire, il y a des institutions qui n'utilisent pas QTRA. On va peut-être prendre une autre question. Alors, Jasmine, j'aurai le temps. Qu'est-ce qu'on se dit? Encore 2 minutes à 35 peut-être? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de questions, donc c'est intéressant quand même. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes. Bon, il faut malheureusement sélectionner parce sinon on ne peut pas tout traiter. Mais bonjour, le passage d'une taille régulière sur les arbres, donc taille de réduction tiers tous les 2-3 ans.
à plus du tout, faute de budget, est-elle problématique? Donc ce passage entre une taille régulière et une taille à plus du tout de taille. Est-ce que c'est problématique? Faut-il procéder à une taille d'accompagnement pour laisser en port libre ensuite, ou peut-on laisser l'arbre se débrouiller? Alors forcément, si on fait des tailles régulières, déjà une taille régulière, tous les 3 ans, c'est pas une taille qui est vraiment très régulière. Une taille régulière, c'est un accompagnement annuel. Tout simplement parce qu'un arbre qu'on va laisser croître 3 ans, comme je l'ai dit précédemment, il va y avoir un pilotage des réserves qui va voir en fait les réserves migrer à l'intérieur des axes. 3 ans, c'est pas énorme sur l'échelle d'un arbre, mais à l'échelle de l'utilisation des réserves, ça peut aller très vite. On le voit en ce qui concerne le réchauffement climatique. On a des températures qui grimpent d'année en année et qu'on ne maîtrise pas forcément d'une année sur l'autre, des records de température qui peuvent s'opérer très rapidement. Tous les 3 ans, ça me semble déjà un petit peu long. Aujourd'hui, on est plutôt sur un objectif de vous dire, quand vous voulez entretenir des arbres, c'est mieux de faire du prolongement annuel avec un recalibrage à 3 ans. Mais en fait, on est quand même intervenu sur les arbres les années d'avant pour éviter une migration trop importante des réserves. Et après, laisser repartir l'arbre de manière délaissée, pourquoi pas, mais en fait, il faut un suivi, il faut une surveillance. Il faut aller vérifier l'ancrage, faire du diagnostic, des investigations approfondies en hauteur, vérifier l'ancrage des réitéras traumatiques qui apparaissent et qui seront potentiellement des réitéras d'avenir à terme, qui constitueraient le houppier définitif, en tout cas à terme. Mais il faut aller vérifier parce que forcément, à partir du moment où on laisse se développer des axes à des endroits où on intervenait souvent, on n'est pas à l'abri que des altérations suite aux tailles répétées soient apparues et que ces axes qui soient ancrés peut-être latéralement sur une zone qui est un peu altérée. Et ça va générer du coup la naissance de ces suppléants. Elle est souvent, c'est souvent des suppléants qui sont très vigoureux, donc ils vont gagner beaucoup de hauteur en très peu de temps. Et forcément, s'il y a un point de faiblesse en bas, il va y avoir un bras de levier qui va se créer et une contrainte qui va s'exercer, qui va s'accumuler. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'arbre, il faut voir ça aussi, c'est très mécanique, dans le sens où l'arbre il va absorber une contrainte éolienne qui va chercher à diffuser. Quand vous regardez un arbre à distance, vous voyez les feuilles qui bougent énormément, vous voyez les rameaux qui bougent un petit peu moins, les branches encore moins, les charpentières un petit peu, mais encore moins, le tronc quasiment pas. Et puis plus on se rapproche du sol, moins ça bouge. Et ça, c'est permis parce qu'il y a un transfert d'énergie qui s'opère à l'intérieur de l'arbre. Et si vous regardez un peu de la documentation en mécanique pure, ce transfert d'énergie, il est permis parce qu'il y a un lien entre le diamètre porteur d'un axe et ce qui est porté au-dessus. S'il y a une trop grosse différence de diamètre, l'énergie va s'accumuler sans réussir à passer dans le diamètre inférieur. Et c'est pour ça qu'on voit souvent, en tout cas jusqu'à présent, on voit souvent des réitéras qui apparaissent et puis d'un coup qui rompent. Alors parfois l'arbre a de la chance, il passe au travers, et puis au fur et à mesure des années, ces réitéras qui sont apparus vont se renforcer à la base, et puis à la fin, ils seront consolidés et on aura moins de risques de les voir rompre. Et tant mieux pour l'arbre. Mais en tout cas, en termes d'accompagnement et de sécurisation des espaces par rapport à des arbres qu'on veut délaisser, l'accompagnement est indispensable. Merci Alexandre. Alors, il y a beaucoup de questions. Donc, ce que je propose, c'est qu'on va passer peut-être Jasmine à la partie de Pascal, Oui, hein. oui, oui. Mais Oui. Alexandre, vous pouvez répondre dans le chat aux questions. Ça Ça marche. alimentera le chat et ça permettra d'avoir des éléments de réponse pour certains. Alors, il y a des questions autour d'où trouver le bon interlocuteur. Est-ce qu'il y a des réseaux qui se rassemblent, etc., de diagnostiqueurs, des lagueurs, etc. Donc voilà, sur les bonnes pratiques, il y a plutôt ces questions-là aussi autour de la recherche. Voilà. Mais on va passer peut-être Jasmine à la partie Oui, suivante, comme ça on prend pas tout trop de à fait. retard. Mais voilà, Alexandre Merci peut Florian. répondre. Voilà. Donc on va pouvoir passer, alors peut-être Pascal, si vous pouvez reprendre la main sur le passage des diapos et puis, Alors, donc il faut que j'aille sur contrôler, c'est ça? Non? contrôler, c'est ça, Contrôler. contrôler, OK, donc là maintenant c'est moi qui ai le contrôle, c'est ça? Alors, c'est il ça. y a marqué que la conversation n'est pas disponible pendant la réunion, donc je ne peux pas répondre. Je ne sais Ah, pas pourquoi. OK, ça c'est étrange.
Bon, Alexandre, vous pouvez me faire un petit mail avec quelques éléments de réponse pour que je puisse relayer moi dans le chat. On va faire comme ça, Ça marche. si ça vous Je vais va. voir. Ah, il y a peut-être une question-réponse. Ah oui, non, j'ai pas accès. Bon, ben, on peut passer par mail et je relais les réponses directement. Voilà, Ça marche. si ça vous va. Donc, Pascal, c'est bon pour vous? Ok, à mon tour, donc bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'ai prévu plus de diapos qu'Alexandre, mais je ne vais pas forcément rester très longtemps sur chacune des diapos, puisque je sais qu'on aura accès après aux diapos. Donc il y a des écritures que vous pourrez lire a posteriori. Notamment celle qui me présente, ça n'a pas grand intérêt. Alors, Arbusticulteurs, c'est une association qui milite pour une bonne gestion des arbustes. Voilà. Alors, j'ai écrit plusieurs bouquins, j'en ai écrit 5 et je suis en train d'en écrire un 6e, j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure. On est dans la même logique avec Alexandre, évidemment, puisque entre arbustes et arbres, il n'y a pas une grosse différence, j'y reviendrai tout à l'heure. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que la taille n'est pas une nécessité biologique pour les végétaux, puisque les végétaux sont sur la Terre depuis très très longtemps. Les végétaux ligneux, c'est de l'ordre de 370 millions d'années, donc c'est vraiment très très ancien. Et les végétaux ont toujours su s'adapter, se transformer. Donc les végétaux sauvages n'ont par définition pas besoin de taille pour eux-mêmes. Je dis bien pour eux-mêmes, on ne parle pas de taille de sécurité. La sécurité, c'est plus pour les arbres. Si je regarde ici, j'ai un hortensia sauvage que j'ai photographié dans son milieu naturel. Et bien sûr, s'il est dans son milieu naturel, c'est qu'il n'a pas besoin de nous. À partir de ces essences sauvages, on a créé des variétés, des cultivars. Et certains de ces cultivars sont plus fragiles que les espèces sauvages et vont devoir être taillés pour être maintenus en bonne santé. Là, je vous présente 2 hortensias qui sont des hortensias qui ont été sélectionnés pour être très florifères, pour pousser peu, et qui vont se bloquer en végétation si on ne fait rien, si on ne relance pas la végétation par une taille. Donc, il y a des plantes qui ont besoin de taille. Dans celles qui ont été créées par l'homme, on a le Photinia ici, qui lui n'a pas besoin d'intervention. Donc, dans les plantes, on a les plantes sauvages qui n'ont pas besoin d'intervention humaine par définition. Et dans les plantes horticoles qui ont été créées par l'homme, il y en a qui n'en ont pas besoin et il y en a sur lesquelles il est mieux d'intervenir, surtout si on veut prolonger leur durée de vie. Alors, je pourrais parler aussi d'obsolescence programmée. Il y a des végétaux qui ont une obsolescence programmée. Alors, avec des guillemets, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas la petite puce sous le programme qui va faire qu'ils vont tomber en panne. Mais quand on regarde des rosiers avec des noms comme ça, fête des mères, fête des pères, on imagine assez facilement que ce sont des rosiers qui ont été faits, des rosiers miniatures et qui ont été créés pour offrir. Alors, on a aussi ce petit escalonia, par exemple, qui a été créé par l'homme et qui va se bloquer assez rapidement et qui va mourir assez rapidement. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas utiliser ces plantes. Elles sont intéressantes, mais elles ont une durée de vie assez courte. Obsolescence programmée, alors qu'en réalité, les végétaux ont une immortalité potentielle, c'est-à-dire que la mortalité n'est pas inscrite dans le patrimoine génétique des végétaux. Voici un principe de taille. Alors, la taille raisonnée, je vais pas revenir sur le sujet, sur la définition. Alexandre en a parlé pour les arbres. On est évidemment dans la même logique sur les arbustes. Ça, c'est pas vraiment une taille raisonnée. Évidemment, tout le monde sait avec quel outil ça a été fait. Pour beaucoup, ça permet d'aller plus vite. Or, c'est pas vrai du tout. Voici un autre aménagement qui est dans un contexte relativement équivalent, avec des végétaux qui sont malgré tout taillés, mais qui, au lieu d'être taillés 2 fois par an comme à gauche, ne sont taillés que quand on estime qu'ils ont besoin de l'être. Et du coup, on gagne beaucoup plus de temps à droite qu'à gauche, ce qui nous permet, le fait de gagner du temps nous permet d'utiliser un autre outil que je trouve nettement plus intéressant que le taille-haie, qui est celui-ci. Alors ça, évidemment, c'est mon côté provocateur. Je suis formateur, mais je suis, je dirais surtout déformateur, c'est-à-dire que mon objectif, c'est de déformater ce qu'on a appris et toutes les idées reçues qui circulent concernant la taille des arbustes essentiellement, et des arbres aussi.
Alors, dans les fondamentaux de la taille, voici un prunier qui a été taillé. On imagine qu'il a été taillé à mi-hauteur l'année dernière, probablement parce qu'il prenait trop de place. Le problème que n'avait pas anticipé le propriétaire, c'est que plus la taille est importante et radicale, plus les réactions sont violentes et verticales. Alexandre en a parlé tout à l'heure. Mais en plus, la taille ne favorise pas la floraison. Ça fait partie des choses au sujet desquelles je me bats en permanence. C'est-à-dire qu'une plante qui pousse à bois ne va pas pousser à fleurs. La plante a d'abord besoin de se construire avant de fleurir. Ça, je pourrais disserter là-dessus pendant très longtemps. Ça veut dire que si vous avez une plante qui est vigoureuse et qui ne fleurit pas suffisamment, c'est parce qu'elle n'a, entre guillemets, pas fait sa puberté, et donc il faut la laisser pousser. C'est qu'elle est trop jeune. Alors, je vais vous parler d'hormones. Alexandre en a dit quelques mots tout à l'heure. Je ne vais pas rester longtemps sur cette diapo, mais on pourrait y rester assez longtemps. Il y a 2 hormones essentielles qui sont en rapport avec la construction architecturale du végétal et ses réactions à la taille, c'est auxine et cytokinine. L'une qui est sécrétée par les pousses terminales en croissance, l'autre qui est sécrétée par les racines. Et en fait, ces 2 hormones, elles s'opposent. Elles s'opposent, mais elles ne peuvent pas se passer de l'une de l'autre. Il y en a une que j'appelle l'hormone chef, l'auxine, parce qu'elle est sécrétée par les bourgeons terminaux. Et en fait, un chef, c'est fait pour organiser, c'est fait pour réguler. Et l'autre, les cytokinines sécrétées par les racines, que j'appelle l'hormone syndicale ou l'hormone d'opposition, parce que c'est une hormone qui va donner de la vigueur aux végétaux. En fait, il y a une hormone, l'auxine, qui fait pousser les rameaux à l'horizontale et qui favorise la floraison, et l'autre qui va donner de la verticalité et qui va engendrer de la vigueur et retarder la floraison pour faire rapide. Si je reviens sur ce prunier qu'on a vu tout à l'heure et si je regarde ce cognacier du Japon qui est à droite, la vigueur a été complètement relancée par la taille. Tout à l'heure, Alexandre a parlé de je ne sais plus quel terme il a utilisé, mais quand on taille, il faut que la plante repousse, elle a besoin de se construire. Moi, je vais utiliser une autre image. La plante établit un bilan énergétique entre le système racinaire qui puise la nourriture et la partie aérienne qui la transforme. Et la plante, elle établit un bilan énergétique entre les deux. Elle a besoin d'établir ce bilan énergétique. Elle y arrive globalement bien tant qu'on reste dans notre hamac. Mais dès qu'on en sort et dès qu'on taille, on va déséquilibrer ce bilan énergétique et la plante va faire des pousses pour rééquilibrer. En fait, pour prendre une autre image que celle qu'a donnée Alexandre, mais qui va dans le même sens, dès que vous attaquez un végétal, dès que vous enlevez des parties vivantes, la plante va entamer un processus de réparation des dommages que vous lui avez fait subir. Et donc, si vous coupez des axes, eh bien, la plante va reconstruire ces axes au plus vite. C'est ce que j'appelle l'effet RVV. Alors, j'ai inventé un certain nombre de termes parce que, contrairement aux arbres, il y a pratiquement personne, il n'y a pas de scientifique qui travaille sur les arbustes. Donc, on connaît bien le fonctionnement de l'arbre, mais on connaît très peu le fonctionnement de l'arbuste, ce qui fait que pour faciliter les choses, j'ai créé un certain nombre d'expressions et de termes. Alors en fait, le RVV, qui veut dire réveil, verticalité, vigueur, ce sont des réitérations, Alexandre en a parlé tout à l'heure aussi, qui sont un traumatisme, réitération traumatique. Donc c'est une façon plus simple de parler de réitération traumatique. La plante construit des axes. Vous pourrez lire ce qui concerne l'ordre des axes ici. Je ne vais pas m'attarder. Un axe, c'est une ligne de construction qu'on appelle un rameau, une tige, une branche, un peu comme on veut. Et les végétaux, contrairement aux arbres, ne vont pas se constituer de la même manière. On a ici une plante qui va établir des axes qui vont s'empiler sur l'extrémité. C'est ce qu'on appelle de l'acrotonie. Pour nous, gestionnaires de végétaux, à partir du moment où les axes ont un comportement acrotone, c'est-à-dire à partir du moment où les axes vont s'allonger, on va dire que la plante est acrotone. Donc ça veut dire que les arbres sont acrotones,
Mais on a aussi des grands arbustes qui peuvent être acrotones, qui ne vont pas forcément l'être pour un scientifique, mais qui vont l'être pour nous qui faisons de la gestion, parce que ce qui nous intéresse, c'est le comportement des axes. Or, si je regarde ces deux végétaux, ils ont des axes qui s'allongent sur le sommet, donc les deux sont acrotones. Ça veut dire que les grands végétaux sont par définition acrotones, mais on peut avoir plein de petits végétaux aussi qui sont acrotones. Le cas le plus extrême, c'est le thym. Le thym, c'est une plante qui est toute petite, mais qui allonge ses rameaux. Ça veut dire que d'un point de vue physiologique, il y a moins de différence entre un thym et un chêne qu'entre un thym et une spirée, qui, elle, va fonctionner différemment, puisque la spirée va fonctionner comme ce petit Philadelphus, c'est-à-dire que là, au lieu d'avoir des rameaux qui s'allongent depuis l'extrémité, les pousses se font sur la base. Plus les pousses sont issues de la base et plus elles sont vigoureuses. Et elles sont même encore plus vigoureuses quand elles sont issues de la souche. Alors, quand c'est issu de la souche, alors, oui, je ne vous ai pas dit, ça s'appelle de la basitonie, le tonus sur la base. Quand c'est sur la souche, d'un point de vue scientifique, ça ne s'appelle pas de la basitonie, ce sont des réitérations, mais pour nous, ce sera également une forme de basitonie. Donc, sur un végétal basitone, il peut y avoir deux types de basitonie, la basitonie de rameau, la basitonie de souche, et même un troisième type, vous avez des plantes qui vont se sauver, qui vont émettre des drageons, des stolons souterrains, des rhizomes, et qui vont faire que les plantes vont se sauver pour coloniser l'espace. D'un point de vue scientifique, ce n'est pas non plus de la basitonie, mais pour nous, c'est un équivalent, et on va dire qu'il y a trois types de basitonie, donc la basitonie de rameau, la basitonie de souche et la basitonie souterraine. Donc on a des plantes qui poussent sur le sommet et qui sont acrotones, on a des plantes qui poussent depuis la base et qui sont basitones. La particularité des plantes basitones, c'est qu'elles n'allongent pas leurs rameaux. Si vous regardez le niveau auquel arrivent les rameaux, qu'ils soient verts ou qu'ils soient marrons, ils sont de la même hauteur. Ça veut dire qu'une plante basitone ne grandit pas une fois qu'elle a fait son système racinaire. Une fois que son système racinaire est bien installé, elle ne grandit pas. Si elle grandit, c'est qu'elle a autre chose que de la basitonie. Inversement, ou plutôt en complément, si les rameaux ne s'allongent pas, ça veut dire qu'au fil des années, ils vont perdre de leur esthétique, ils vont mourir. Il y a une partie des rameaux qui va sécher sur l'extrémité. Grosse différence entre les arbres et les arbustes, on attache une certaine importance à l'esthétique des arbustes, justement parce qu'il y a une partie de ces arbustes qui va mal vieillir si on n'intervient pas. Les plantes basitones ont plutôt tendance à mal vieillir esthétiquement parce que les rameaux sèchent sur l'extrémité. Alors, on a aussi un autre principe de construction architecturale qui est la mésotonie, c'est le fait que le tonus ne soit pas sur l'extrémité ni sur le bas, mais plutôt dans le milieu comme le sureau. Il y a aussi cet Eleagnus umbellata que je mets ici, où on voit qu'il fait des pousses qui sont vigoureuses. La vigueur est dans le milieu. Si je regarde ce Dodzia, il fait aussi des pousses dans le milieu, mais à la différence, les pousses qui sont dans le milieu, qui sont ici, qui sont de la mésotonie, viennent plusieurs années après, et on appelle ça, quand ça vient plusieurs années après, on va appeler ça de la mésotonie retardée. La mésotonie, on peut l'appeler aussi rameau médian. Dans mon premier ouvrage, j'avais appelé ça rameau médian pour ne pas donner de termes scientifiques. La grosse différence qu'il y a entre les deux photos qui sont à gauche et au milieu, et celle de droite, c'est que la mésotonie qui est à gauche a pour objectif de construire la plante, alors que la mésotonie qui est à droite est simplement faite pour empêcher les rameaux de mourir, pour maintenir une certaine activité photosynthétique sur les rameaux qui sont droits. Alors, il n'y a pas de terme scientifique pour faire la distinction entre cette mésotonie qui construit les plantes à gauche et cette mésotonie qui ne construit pas les plantes. Et au fil des années, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros déficit de termes pour justement faire cette différence, et ça me bloquait dans les formations. Et en fait, j'ai été amené à inventer un terme qui est la médiatonie. Alors, ce n'est pas un terme scientifique, c'est un terme pragmatique. La médiatonie, c'est une mésotonie qui fait grandir
les plantes, qui les fait se construire depuis le milieu. Alors en fait, la médiatonie, c'est devenu un intermédiaire entre la basitonie qui ne fait pas grandir les plantes et l'acrotonie qui fait grandir les plantes. Alors tout à l'heure, Alexandre nous a parlé de définition d'arbres et il a dit qu'il y avait plusieurs définitions et que, bon, pour ne pas trop prendre de risques, il dit en gros entre 5 mètres et 7 mètres. On a vu tout à l'heure que le thym est acrotone alors qu'il est tout petit. Ça veut dire que le thym, il est finalement plus proche des arbres. Et on a des deutzias qui peuvent être assez grands ou même des philadelphies et qui sont assez proches des arbres alors qu'ils sont majoritairement basitones. Donc, j'en suis arrivé à créer une définition, ou du moins un début de définition qui après a été complété pour les arbusticulteurs, et à créer ce dessin qui est un dessin qui, pour l'instant, est encore qu'à l'état d'ébauche, qui sera dans mon prochain bouquin, mais que je vous livre vraiment en avant-première, parce qu'il n'y a que quelques jours qu'il est fait. Les arbustes, en fait, regroupent tous les végétaux ligneux qui font partie d'un continuum entre les plantes herbacées et les arbres. C'est tout ce qu'il y a entre les herbes et les arbres. Donc, si je représente ça sur un schéma, vous avez les herbes qui sont en bas, les arbres qui sont en haut, mais les grands arbustes également, puisqu'il n'y a pas de différence entre un grand arbuste et un grand arbre, et un arbre. Et on a, dans l'échelle, on a la basitonie qui est en bas, la médiatonie qui permet de faire grandir les plantes depuis le milieu et l'acrotonie qui est sur le sommet. Ça veut dire que la médiatonie, comme je vous le disais, c'est un intermédiaire entre la basitonie et l'acrotonie. Donc, comme c'est un intermédiaire et que c'est un continuum, c'est-à-dire que c'est une ligne continue, ce ne sont pas des cases, ben vous avez des plantes qui sont faiblement médiatones, pardon. Vous en avez qui ont une médiatonie modérée, vous en avez qui ont une médiatonie plus forte et vous en avez aussi qui ont une médiatonie qui est très forte. Si je regarde ce Buddleia, il a une médiatonie qui est faible à modérée. C'est-à-dire qu'on voit qu'il fait des pousses sur le milieu, qu'ils font grandir un peu, pas énormément. Si je regarde ce Colvitia, il a une médiatonie qui est déjà nettement plus forte. Il peut faire facilement 4 mètres de haut, tout en ayant une basitonie. Si je regarde ce Lonicera Maaki, qu'on pourrait qualifier d'arbre parce que celui-ci, en l'occurrence, il fait 10 mètres de large, 12 mètres de large et 10 mètres de haut. Il fait des pousses qui se chevauchent, qui s'articulent les unes sur les autres. C'est de la mésotonie, mais comme c'est une mésotonie qui construit les plantes, je parle de médiatonie. Mais chez les arbres, on en a qui sont médiatones aussi. Le Maclura, lui, il se construit à coup de succession de rameaux médiatones, tout comme le font aussi un certain nombre d'arbres pleureurs, comme par exemple ce hêtre pleureur, qui va construire de temps en temps, qui va avoir une pousse qui va partir sur le milieu d'un axe existant et qui va donner de la hauteur à cette plante. Donc voilà pour l'architecture des arbustes. Maintenant, on va parler juste quelques mots sur la floraison. Il y a 2 types de floraison sur les végétaux. C'est la même chose sur les arbres, sauf que sur les arbres, c'est moins important parce qu'on plante plus rarement un arbre pour sa floraison. Vous avez des plantes qui fleurissent sur les pousses de l'année et d'autres qui fleurissent sur les bois de l'année précédente. Toutes les plantes ont des bourgeons végétatifs, et certaines plantes, après avoir fait leur pousse végétative, vont se mettre à fleurir dans l'année. C'est le cas du fuchsia, c'est le cas de l'hibiscus, du lagerstremia. Chez les arbres, c'est le cas du sophora japonica, par exemple, du savonnier, qui font des pousses qui programment la floraison et qui vont fleurir dans la foulée. Et puis, vous avez d'autres plantes qui fleurissent sur les bois de l'année précédente, c'est-à-dire que la première année, elles construisent les axes, elles programment la floraison, et la floraison s'effectue l'année suivante. La majorité des arbres fleurissent sur les bois de l'année précédente, et chez les arbustes, il y en a aussi une majorité. Ça va être par exemple, là vous avez le forsythia, toutes les plantes qui fleurissent en hiver fleurissent obligatoirement sur les bois de l'année précédente. Vous avez bon nombre de plantes qui fleurissent au printemps, toutes celles qui fleurissent au début du printemps fleurissent également sur les bois de l'année précédente. Et puis globalement,
quand une plante fleurit à l'automne, c'est qu'elle fleurit sur les pousses de l'année, mais on a aussi beaucoup d'intermédiaires entre les deux. Quand on observe une plante avec un peu d'habitude, on est capable de savoir si elle fonctionne, si elle fleurit sur les pousses de l'année ou sur les bois de l'année précédente, et ça va avoir une importance qui va être phénoménale. Là, j'ai dessiné en haut à gauche un hibiscus. Volontairement, je l'ai taillé avec la taille la plus sévère qui puisse être pour un hibiscus en tête de chat. Eh bien, même si je le taille en tête de chat, il va fleurir parce qu'il fleurit sur les pousses de l'année. Alors qu'à droite, j'ai dessiné un autre arbre en tête de chat, un autre arbuste en tête de chat. Là, j'ai pris un Scogigria qui, lui, fleurit sur les bois de l'année précédente. Et si je le taille sévèrement tous les ans, eh ben, je n'aurai jamais de fleurs parce qu'il aurait besoin d'une deuxième année pour fabriquer sa floraison. Alors, dans les ouvrages, on ne vous indique pas si les plantes sont acrotones, basitones, médiatones, encore moins puisque c'est un terme que j'ai inventé. On ne vous dit pas si les plantes fleurissent sur les pousses de l'année, si elles fleurissent sur les bois de l'année précédente. On vous dit si elles fleurissent en hiver, printemps, été, automne. Il y a un lien entre les deux, mais le lien, il n'est pas si évident que ça. Alors, comme ça fait très longtemps que j'observe les plantes et que les arbustes et que je commence à bien les avoir compris, j'ai dressé un tableau. Alors, en voici une page sur laquelle vous avez des indications sur la basitonie, sur les rameaux médians. Alors, rameau médian, c'est la mésotonie. La médiatonie, donc c'est quand la mésotonie construit les plantes, et l'acrotonie. J'ai mis des gradients qui vont de 0 à 5 pour chacune des plantes, parce que la particularité des arbustes, c'est qu'ils se construisent la plupart du temps avec plusieurs modes de ramification. Vous avez par exemple le cas le plus typique que tout le monde connaît, c'est le noisetier. Le noisetier, il est acrotone parce qu'il allonge ses rameaux. Mais en même temps, il a une basitonie qui est très forte et qui se fait tout naturellement. Donc, si je devais définir le noisetier, je dirais qu'il a 3 à 4 en basitonie et il a quasiment 5 en acrotonie. Il fait quelquefois des pousses sur le milieu, donc je dirais qu'il a un 1 à 2 en méso, éventuellement médiatonie. Sur le tableau qui est ici, en plein milieu, on voit la corette du Japon, Keria japonica. Lui, il a 5 en basitonie et il a 0 en acrotonie. Ça veut dire que les rameaux sèchent très, très rapidement. Alors, j'ai mis des indications pour les modes de floraison également, savoir si les plantes fleurissent sur les pousses de l'année, sur les bois de l'année précédente. Ce tableau-là, il est dans certains de mes bouquins, mais vous pouvez l'avoir aussi de façon très simple si vous allez sur mon site internet pascalprieur.com. Vous avez un onglet qui s'appelle ramification. Vous allez dans un fichier qui s'appelle acrotone ou basitone et vous pouvez le télécharger. Vous aurez à peu près un peu plus de 260 plantes qui sont indiquées sur ce principe-là. Et pour les adeptes des applications téléphoniques, tout le monde connaît PlanteNet. Je ne sais pas si vous connaissez Floriscope, qui est une application qui a été créée par Plantécité. Et ce fichier-là va très bientôt être sur Plantécité. C'est-à-dire que quand sur Floriscope, pardon, quand vous irez sur Floriscope et que vous taperez un nom de plante, eh bien, vous aurez toutes les indications. On vous dira si elle est faiblement basitone, fortement acrotone et comment elle fleurit. Alors, en fait, pour tailler un végétal, les deux choses qui sont importantes, ce sont malheureusement les deux choses qu'on ne nous donne pas dans les bouquins, c'est-à-dire le mode de ramification et le mode de floraison. Ça nous permet de faire des groupes de plantes. Alors, on ne va pas les détailler là parce qu'on n'aura pas le temps. Simplement, je voudrais vous parler de techniques de taille. Quelques mots sur les techniques de taille. J'ai encore 5-6 diapos à peu près et ça va me prendre 5 minutes à peu près. Les deux grandes techniques de taille, c'est suppression d'axe et réduction d'axe. On se base toujours sur un axe, l'axe qui est une ligne de construction. Alors, les réductions, elles peuvent se faire sur relais ou elles peuvent se faire sans relais. La réduction sur relais, elle transfère la circulation de la sève et la circulation des hormones sur un axe subalterne, vous voyez ici en dessous. La réduction sans relais, elle est très perturbante pour les plantes. La suppression de rameaux, elle peut se faire par exemple quand on veut mettre en valeur une charpente, la base d'une charpente. Vous avez des petits traits rouges, là vous voyez sur la plante, qui montrent des endroits où on peut couper des rameaux. Si on veut faire une taille d'éclaircie, on peut couper aussi des rameaux. Ce sont les tailles qui sont
peu perturbantes, on va dire en tout cas qui sont les moins perturbantes pour un végétal. Et quand on a une plante basitone, la suppression de rameaux se fait obligatoirement sur la souche. La réduction, ben vous l'avez ici, sur relais, sans relais. La réduction sans relais, c'est quand on prend un rameau et qu'on le coupe n'importe où. C'est ce que fait le taille-haie. Le taille-haie, lui, il ne sait faire qu'une seule technique de taille, c'est la réduction sans relais. Donc, les réductions sur relais, il y a deux possibilités. Sur relais potentiel, c'est-à-dire quand on taille au-dessus d'un rameau ou d'une branche qui va devenir le prolongement naturel de la plante. Et sur les plantes médiatones, on parle de relais dominant parce que les rameaux qui sont sur le milieu ont déjà pris le pouvoir. Sur les plantes basitones, il n'y a pas de réel relais. Éventuellement, on peut parler de relais provisoire, c'est à peu près la même chose. Alors la réduction sans relais, elle doit se faire uniquement dans quelques cas bien particuliers. Quand on veut faire une haie, si vous voulez faire une haie dense, pour densifier la plante, vous avez le droit de raccourcir les rameaux de façon stricte, ce que fait le taille-haie. Si vous avez une plante qui fleurit sur les pousses de l'année, là j'ai dessiné un hibiscus, vous pouvez faire des réductions très sévères aussi, ça va marcher. Mais il faut bien être conscient que la réduction sans relais, elle perturbe complètement les plantes et elle va provoquer le RVV, réveil, verticalité, vigueur, c'est-à-dire des réitérations qui sont des réitérations traumatiques. Quelques exemples, juste ici sur des plantes basitones, avant et après la taille. Et par rapport aux époques de taille, on nous dit toujours une plante à floraison printanière se taille après la floraison en raccourcissant les rameaux qui ont fleuri. C'est pas vrai. Moi, j'ai fait des tailles chez moi il y a très peu de temps. Et voici par exemple sur un Philadelphus, avant la taille, après la taille, eh bien celui qui est à droite, il va fleurir quand même parce que sur les plantes basitones, la taille consiste à supprimer des vieux bois, à les supprimer sur la souche. Et donc si on supprime des vieux bois sur la souche, on supprime effectivement une partie de la floraison, mais on en maintient quand même une grosse partie. Les réductions sur relais sont des réductions qui doivent être le moins visibles possible. À gauche de la photo, vous avez avant la taille, à droite, c'est après la taille. Là, ici, même chose, avant la taille en haut, après la taille. Donc, dans les deux diapos que je viens de vous présenter, la précédente et celle-ci, on a fait des bonnes tailles qui respectent le végétal et qui sont des tailles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que la plupart du temps, une bonne taille, c'est une taille qui ne se voit pas. Contrairement à ce que beaucoup voudraient aussi, puisque plus il y en a dans le camion, mieux c'est pour beaucoup de gens. Alors en fait, quand on veut faire des tailles, il faut avoir un objectif. Tailler pour tailler, ça n'a absolument aucun sens. Donc il faut définir un objectif. Cet objectif, il est fonction du code de gestion différencié dans lequel les végétaux sont situés, et il est également fonction de la physiologie des végétaux, et il est fonction de ce que les végétaux sont capables d'accepter. C'est-à-dire que là, vous avez de l'art taupière. Eh bien, l'art taupière, il ne peut se faire que sur des plantes bien particulières. Il ne peut se faire que sur des plantes qui ont une acrotonie assez forte. Si vous essayez de faire de l'art taupière ou de tailler tout simplement au taille-haie des végétaux qui ne sont pas acrotones mais qui sont basitones, voilà ce que ça vous donne avec de la corette du Japon. C'est-à-dire que vous avez un transfert des réserves. Tout à l'heure, Alexandre a parlé des réserves. J'aurais pu vous présenter le même schéma également parce que moi, je le présente également. Les plantes basitones ont les réserves qui sont situées dans les racines. Et quand vous taillez en hauteur, vous incitez votre plante à faire ses réserves à l'endroit où vous avez taillé. C'est le principe des têtes de chat. Sauf que les têtes de chat, les plantes basitones ne sont pas capables de les faire. Et donc pendant quelques années, elles vont vous faire des pousses sur l'extrémité, et puis à un moment, elles vont se dire, ce que tu me demandes, c'est pas dans mes compétences, c'est pas dans mes capacités, je ne peux pas maintenir une activité sur le sommet, donc je fais sécher mes rameaux, sauf que le problème, c'est qu'on aura déplacé les zones de réserve et il n'y aura pratiquement plus rien en bas. Donc quand on a des plantes basitones et qu'on les taille sur le sommet, on les fait vieillir prématurément. Donc l'autre point important, c'est de définir la fréquence d'intervention. Les périodes d'intervention, pour la majorité des tailles, elles se font en hiver, contrairement
à ce qu'on nous dit un petit peu partout. Et une petite question subsidiaire, quand on a des végétaux c'est malheureusement assez souvent sur les arbres, mais encore plus fréquent sur les arbustes, si on a des outils, des plantes qui sont, qu'on estime ne pas être à la bonne place, il y a un outil qu'il faut privilégier dans ces cas-là, c'est celui-ci, l'arrachage. Voilà, et puis ça, si vous voulez en savoir plus, alors sur mon site internet, il y a un certain nombre de choses. Je vous ai parlé des arbusticulteurs, vous avez beaucoup de choses qui sont sur le site des arbusticulteurs. Alexandre a parlé de règles professionnelles de l'INEP et il a parlé de l'entretien des arbres. Il en existe également une sur l'entretien des arbustes qui date du mois d'octobre 2013. Et en l'occurrence, c'est moi qui étais le rédacteur pour les arbusticulteurs de cette règle. On a une nouvelle version qui va sortir en 2024. Si vous allez sur le site de Plantécité, vous aurez énormément d'articles aussi. Nous avons un partenariat, les arbusticulteurs, avec Plantécité et un guide qui va apparaître au mois de 2024, édité par Plantécité, sur la conception et la gestion des espaces plantés. Et puis sinon, rendez-vous pour mon prochain bouquin qui sortira en 2025, qui sera une encyclopédie sur l'architecture et la taille raisonnée des arbustes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. J'espère ne pas avoir été trop long. J'ai dû Bah, c'était dépasser un très tout petit peu le quart d'heure quand même. Oui, un petit peu, mais on a débordé nous aussi un petit peu, donc puis c'est toujours très intéressant et très difficile d'interrompre quand on est quand on aborde des sujets comme ça, où on est tous très pris dedans. Donc on va quand même m'accorder quelques temps pour les questions. Donc désolée, aux participants, le webinaire durera un peu plus longtemps. Si vous pouvez pas rester, au vu de vos emplois du temps, il y a pas de problème, on comprend très bien et puis vous pourrez voir le le replay ensuite. Et puis, donc voilà, si vous avez des questions à poser, à Pascal Prieur, c'est le moment. On va prendre quand même quelques questions et puis on clôturera ensuite. Merci beaucoup. Je vous ai renvoyé mes réponses aux questions par mail, du coup. Ah super, merci beaucoup Alexandre. Florian? Ouais, je ne les ai pas reçus, Alexandre. À l'instant, là, je viens de les envoyer. Ah, ok, super. Très bien. Parfait, merci. Je ne vois pas de questions apparaître non plus. Bon, tout à l'heure, ça a mis un petit moment aussi. En attendant que les questions... Florian, vous m'interrompez dès qu'il y a des questions. Donc, ce que je voudrais dire, on est dans la même logique avec Alexandre, qui est de tailler quand il y a besoin. S'il n'y a pas besoin, on ne taille pas. Avec une petite différence quand même, c'est qu'un arbuste, je le disais, il y a une notion d'esthétique. Il y a eu une question tout à l'heure sur l'esthétique des arbres. Sur les arbustes, on attache plus d'importance à l'esthétique, notamment pour des plantes qui ont une perte d'esthétique si on n'intervient pas. Les plantes basitones ont très souvent, si elles n'ont que de la basitonie, elles ont une perte d'esthétique qui est plus rapide. Donc on attache une certaine importance à l'esthétique des végétaux, mais le but, c'est de tailler le moins possible, de toute façon. Je suis en train de travailler, je vais présenter, je ne sais pas si ça va se voir ici, un poster. Je suis en train de travailler dessus, j'ai travaillé ce matin, un poster qu'on va faire avec les différentes techniques de taille, les différents objectifs de taille. C'est un poster qui sera diffusé, qui est fait pour les arbusticulteurs. Donc on va en discuter en assemblée générale, ou plutôt en atelier d'assemblée générale ce week-end. On fait notre assemblée générale à Lille. Ok, Merci, super. Pascal. Alors, Question. juste pour compléter, donc j'ai collé les réponses d'Alexandre Martin aux questions précédentes posées durant sa présentation. Donc, vous avez toutes les réponses dans le chat sur les questions précédentes. Et puis pour vous, Monsieur Prieur, une question plutôt sur l'aspect formation. Peut-on vous faire intervenir pour former des agents? Alors là, on a une commune dans les Landes, par exemple. Alors, on est bien loin de l'Occitanie. On voit que ce webinaire a une portée plus large. Et voilà, les questions de formation, globalement, ça concerne aussi voilà, Alexandre, mais Pascal, est-ce que vous intervenez auprès de collectivités?
Oui, oui, j'interviens auprès de collectivités, mais je n'interviens plus par le biais du CNFPT, j'interviens en indépendant, mais j'interviens sur toute la France, la Suisse, la Belgique et accessoirement outre-Atlantique. Super. Donc n'hésitez pas à à rentrer en contact. Est-ce que il me semble qu'à la première diapo, de votre présentation, il y a votre carte Oui, dans le coin, donc il y a le contact, donc vous pourrez le oui, contacter, et puis de toute façon, il y a tellement peu de gens qui travaillent sur les arbustes que même si vous tapez simplement Pascal arbuste, Google vous met en première page mon site internet. C'est assez incroyable. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les arbres, mais en fait, sur les arbustes, il y a personne. Les Mmh, scientifiques, hop, je l'ai laissé passer. Les scientifiques ne sont pas rémunérés pour tailler, pour travailler sur les arbustes. Alors, on travaille avec des scientifiques quand même, avec quelques scientifiques, notamment Yves Caraglio qui est sur Montpellier. Euh, mais lui, quand il travaille pour nous, il travaille pour les arbusticulteurs. Il est rémunéré par les arbusticulteurs qui eux-mêmes sont rémunérés sont financés par Plantécité. Mais il y a très très peu de gens qui travaillent sur les arbustes. Mais ce c'est que je vous ai présenté, c'est une mmh, vision personnelle du fonctionnement du végétal, mais qui est validée par les scientifiques, puisque mes précédents bouquins ont été préfacés par Francis Allais, et que Francis Allais valide ce que j'ai dit sur les arbustes. très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé, tous ces éléments-là. On va conclure, dans puisqu'on a un petit peu débordé de 10 minutes finalement, puisqu'on a commencé 5 minutes plus tard, donc pas de souci. Ben, merci beaucoup, à Alexandre et à Pascal pour leur témoignage. J'en profite avant de Merci. se quitter, pour manger, pour vous présenter rapidement, les outils, que vous pouvez trouver sur notre site internet directement, donc des outils pour communiquer, que ce soit des affiches ou des panneaux, également, des illustrations, qui sont, mises à disposition sous convention, des adhérents à la charte et hem des expositions donc tout empruntables, gratuitement et des supports aussi, pour vos espaces que vous pouvez télécharger aussi au format PDF ou commander, sur la boutique. Il y a également, de nombreux outils techniques à mobiliser. Pour cela, visitez l'onglet bibliographie, donc vous pourrez, cliquer directement sur le lien sur la présentation, mais si vous allez sur le site internet, vous allez dans l'onglet ressources, bibliographie et là vous retrouverez un certain nombre de guides techniques aussi directement consultables. Il y a tous les webinaires, GEVI en rediffusion de l'année de 2022 et de 2023 qui sont également diffusables sur le site et vous les aurez aussi sur la présentation et les dates à retenir, le 7 juin viendra, le webinaire numéro 2 sur les diagnostics des arbres. Quel diagnostic? Pourquoi? Comment et par qui? Et en septembre, on pourra avoir un webinaire sur la question du plastique, de la présence du plastique dans les espaces verts et bien évidemment, le sujet, en ce moment aussi, c'est les candidatures à la charte engagée pour le végétal qui sont ouvertes jusqu'au 20 mai. Donc n'hésitez pas à aller, voir, vous renseigner sur la charte et puis, si ça vous intéresse, à candidater, les places sont limitées. Merci beaucoup. Vous pouvez aussi nous retrouver, Florian et moi, donc en région directement, donc autour de Montpellier ou de Toulouse. N'hésitez pas à nous contacter aussi si vous avez des questions et voilà. Merci beaucoup à tous. Merci Merci à beaucoup tous. aux intervenants et merci à Merci. tout le monde. Bon appétit. Merci bien, bonne journée. Bonne Au journée, au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir.